L'icône à la Kalachnikov. Leila Khaled est née à Haïfa en 1944. Sa famille fut vertir en 1948. Après avoir été pensionnaire chez les évangélistes américains à Saïda et avoir obtenu son bac en 1962, elle rejoint l'université américaine de Beyrouth, puis part enseigner au Koweït. Elle quitte ensuite son poste d'enseignante pour suivre un entraînement en Jordanie. En août 1969, 2 mois après que Golda Meir a déclaré que le peuple palestinien n'existe pas, Leila Khaled et Salim Aissaoui détournent le vol 840 de la TWA assurant la liaison Los Angeles-Tel Aviv. Montés à Rome pendant une escale, ils prennent le contrôle de l'avion peu après le décollage et le contraignent à se rendre à Damas. Ils passent symboliquement au-dessus de Haïfa, ville natale de Leila ainsi que de Salim. À Damas, ils débarquent les 116 passagers et font sauter l'appareil. Dès le lendemain, la photo de Leila avec sa Kalachnikov fait le tour du monde. Monde qui sait désormais que le peuple palestinien existe. Leila est, du jour au lendemain, la femme la plus recherchée de la planète. Après avoir subi une opération de chirurgie esthétique qui lui modifie le visage, elle tente dès l'année suivante, le 6 septembre 1970, de détourner un vol d'El Al Amsterdam-New York. Elle est accompagnée cette fois d'un Américain d'origine nicaraguayenne, sympathisant de la cause palestinienne. Lorsque l'avion est au-dessus des côtes britanniques, ils se lèvent, sortent leurs armes, se dirigent vers le cockpit et demandent à entrer. Le pilote réalise une manœuvre pour les déstabiliser, son compagnon est tué par un agent de sécurité et ayant renoncé à dégoupiller une grenade, Leila est maîtrisée par des passagers. Le pilote se dirige vers Heathrow, où elle est arrêtée par la police britannique. Cette opération faisait partie d'une série de 4 détournements simultanés effectués par le FPLP. Les 3 autres réussissent, se terminent sur la piste de Dawson's Field, dans le désert jordanien, et sont l'événement déclencheur de Septembre Noir. Le gouvernement britannique libérera Leila en échange des 310 otages des autres détournements. Le choc. Le 10 avril 1973, 3 des plus hauts responsables de l'OLP sont assassinés chez eux en plein Beyrouth, au milieu de la nuit, par un commando israélien infiltré par la mer en Zodiac. Youssef El-Najjar, dit Abou Youssef, l'un des fondateurs de l'OLP, chef du bureau politique, Kamal Adwan, également fondateur de l'OLP, chef des opérations de l'organisation, enfin Kamal Nasser, porte-parole de l'OLP, poète et journaliste. Les 3 hommes sont surpris dans leur sommeil, chez eux, dans leur famille, en pyjama. Aucun des 3 n'a le temps de dégainer son arme, ils sont déchiquetés avant. Le Liban est sous le choc. Le 12 avril, date des funérailles, est un jour mémorable dans l'histoire de Beyrouth. 250 000 personnes descendent dans la rue, débordantes de chagrin et de colère. Le traumatisme est tel qu'aux obsèques des 3 chefs palestiniens, place de l'Étoile, dans un ballet de longues américaines chromées, sont présents les leaders et hauts responsables politiques libanais au grand complet, y compris leurs plus farouches opposants, leurs ennemis les plus sûrs. En particulier, Cher Pierre Gemayel, chef des phalanges, qui, malgré les risques qu'il encourt à se retrouver au milieu d'une foule hostile, et malgré les supplications des responsables de sa sécurité, tient à être présent, dans un souci d'apaisement des esprits. Prévenu par Abou Hassan, Arafat accueille cette initiative favorablement et s'engage à assurer la sécurité de Cher Pierre, qui arrive place de l'Étoile avec son escorte armée au même moment que Kamal Jumblat, l'adversaire implacable. La foule se met alors à clamer leurs 2 noms dans un climat de fusion, pendant qu'ils pénètrent ensemble dans la mosquée. Dernière image d'un Liban qui se tient au bord du gouffre, dans une tentative désespérée de ne pas y tomber. Alors Lamia, vous aviez annoncé d'emblée la couleur, beaucoup de morts, beaucoup d'assassinats, beaucoup de martyrs, de jeunes gens vraiment très jeunes, parfois de confession chrétienne. Ça va vraiment effectivement à l'encontre de l'image qu'on peut avoir aujourd'hui du monde arabe. Est-ce que votre livre participe à ce devoir de mémoire? Est-ce que vous vouliez transmettre ces figures tombées un peu dans l'oubli pour les générations actuelles? Oui, surtout, spécialement c'est l'élément déclencheur de mon livre, ces jeunes femmes et ces jeunes hommes qui sont restés en plus très longtemps considérés comme des terroristes,
en tout cas par l'Occident, et qui sont des résistants pour les Libanais, mais encore c'est un peu partagé, donc maintenant tout le monde est d'accord, mais à un certain moment pendant la guerre du Liban, c'était pas forcément le cas, et maintenant je pense que le moment est venu justement avant que ça ne réexplose dans tous les sens, faire une petite pause pour se souvenir de ce qui s'est passé avant, et ce devoir de mémoire, déjà, je pense qu'il est important, parce que moi-même, j'ai découvert la moitié de ce que je raconte dans le livre. Évidemment, je savais plein de choses, mais sans être rentrée vraiment dans les détails, sans savoir comment avaient été reçues les choses à l'époque et tout. Donc, comme moi, ce que j'ai découvert m'a passionnée, je pense que forcément, ça touchera aussi d'autres gens, et que ça serait dommage de ne pas parler de ça. Surtout que par rapport à l'archivage, mais ça c'était vrai aussi pour le livre sur les chanteuses, dans notre monde arabe, c'est un peu à la rue, quoi. Il n'y a pas d'organisme ou d'organisation étatique, gouvernementale, ou des fondations qui s'occupent tellement de ça. Les archives de la télé nationale sont en perdition au Liban, elles baignent dans de l'eau, on ne sait pas comment faire pour les sauver. Les archives de la Bibliothèque nationale, c'est pareil, elles sont dans des caisses depuis le début de la guerre, depuis 1975, dans un dépôt du port de Beyrouth. Là, c'est depuis 1 an ou 2 qu'on a recommencé à les restaurer, mais il n'y a pas les moyens. Voilà, il n'y a pas de bibliothèque et tout. Donc je me dis, voilà, c'est un truc à faire quand même. Et je ne suis pas la seule, c'est un mouvement même dans l'art contemporain libanais et plus généralement arabe, dans les livres et les films aussi, d'essayer de parler de ces choses-là, à défaut de les archiver d'une manière scientifique. Oui, alors comme je disais tout à l'heure, ce livre est vraiment un contre-pied à une vision orientaliste du Proche-Orient. Là, ce livre, comme le précédent, est donc édité par une maison d'édition française, mais comme vous le dites, il s'adresse aussi à votre public. Est-ce que c'est aussi celui du Proche-Orient qui n'est pas forcément conscient de cette histoire? Est-ce qu'il y a un projet de traduction, comme c'est le cas pour Onu aux mes yeux, de Ma très grande mélancolie arabe? Alors, le public du livre est, oui, autant arabe du Proche-Orient que maghrébin d'ailleurs aussi, que français. Parce que, comme je disais tout à l'heure, la plupart des gens de mon âge, et même un peu plus âgés, et surtout plus jeunes, ne connaissent pas tout ce que je raconte, donc ça les intéresse. Mais pour la traduction, je ne suis pas sûre, parce que c'est moins consensuel que le livre sur les chanteuses. Et même si j'égratigne surtout la France, l'Angleterre, les États-Unis et Israël dans mon livre, c'est un peu... c'est sûr que c'est diriger un peu la décolonisation. Enfin, je montre les choses qui sont faites et tout. Mais ça déplaît aussi à beaucoup dans le monde arabe aussi, à beaucoup de pays qui ont justement été très occidentalisés, ou des gouvernements qui sont encore comme ça au pouvoir. Et donc, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'éditeurs qui vont se lancer dans cette traduction. Mais j'espère être démentie. Parce que moi, ça me fait hyper plaisir de voir mes livres en arabe. Je ne suis pas capable de les écrire en arabe, mais ça me fait très plaisir. Ça me ferait plaisir.